Le sujet de ce soir, j'ai nommé ça gravir la montagne. Et ce n'est pas, comme d'habitude, ce n'est pas choisi au hasard. Parce que au début, je voulais vous parler de la montagne. Et c'était pas assez précis. Après, je voulais vous parler d'alpinisme. Et je me suis rendu compte, ah, mais l'alpinisme, c'est pas tout à fait ça. Et après, j'ai voulu vous parler d'escalade. Et je me suis dit, ah, non, c'est toujours pas ça. Du coup, je me suis arrêté sur ça, gravir la montagne, puisque la montagne, on peut la montrer de plein de manières. Je retourne dans mes marottes de vous parler de comment un lieu influence une histoire et yadi yada. Donc je voulais montrer la montagne, mais dans le contexte de l'escalade, de l'alpinisme, de monter sur la montagne, grimper sur la montagne, ce genre de choses qui est quand même un angle précis. Gravir la montagne, pourquoi, comment, et comment le représente-t-on? Ah, en plus, j'avais oublié. J'ai fait un super découpage avec les étapes de la montée d'une montagne parce que je suis cool à ce point-là. Voilà, donc en premier lieu, parce que je veux parler un petit peu de la culture artistique et historique autour de la montagne. Euh, La première image que je vous ai montrée, que vous avez ici, vous devez la connaître, parce que c'est une image extrêmement culte de la peinture classique, c'est Le voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich, un peintre que j'apprécie beaucoup. Et voilà, cette image, elle concentre un peu toute l'émotion que je vais essayer de vous faire passer ce soir à travers ce texte. C'est pour ça que j'ai mis en premier, figurez-vous. Pas si bête. Donc, pour requalifier cette image, c'est un personnage qu'on voit de dos en contre-jour, en haut d'un massif rocheux qu'on imagine être une montagne, et qui regarde une horizon très dissipée à travers une mer de nuages, de montagnes et de grands reliefs. Et donc, est donné par cette composition d'image à la fois un personnage anonyme parce qu'il est de dos, mais qui est montré comme très classe et gentilhomme parce qu'il a une canne, un col et une veste et des bottines. Et à l'horizon, il voit un paysage très effacé dans la brume d'apics rocheux qui dépassent des nuages. Donc on a se perdre dans l'immensité, dans la complexité. Et donc finalement, ce dont je veux parler ce soir, c'est d'êtres humains qui se retrouvent dans ce moment de contemplation au sommet d'une montagne et que cette immensité et cette position et cet effort, ça les fait réfléchir sur leur expérience personnelle. La montagne, graphiquement, c'est quelque chose qui était beaucoup traité dans le paysage, dans la peinture naturaliste, forcément. Je vais pas vous expliquer l'histoire de la peinture en gros. Là, je vous ai mis une image rigolote issue des 36 vues du mont Fuji par Hokusai, le très grand peintre japonais. J'ai appris d'ailleurs qu'il n'en avait pas peint que 36, il en avait peint une centaine. Je trouve ça intéressant parce que ça veut dire qu'il étudie un sujet continuellement et qu'il voit les différentes variations qu'il y a autour. Si on devait transposer ça en France, on pourrait faire les nymphéas de Monet qui sont son jardin qu'il repeint encore et encore, ou la cathédrale de Reims, il me semble, qui a été peinte par... Donc la montagne, comment caractériser une montagne graphiquement? C'est une pointe, généralement. Il y a un triangle qui perce le ciel, qui perce les nuages, qui se dépassent de tout. Et visuellement, il y a vraiment ce truc dont passe visuellement et poétiquement. Hein. C'est pour ça que j'appuie sur ces sujets-là. C'est qu'en bas de la montagne, il y a des arbres, il y a la vie. On monte, il y a la roche, qui est un élément minéral plus mort. Et en haut, il n'y a que le froid, la neige. Et c'est intéressant qu'il y ait la neige en haut et qu'il y ait les nuages aussi, parce que c'est quelque chose de très blanc et très pur. Quelque chose qui va être beaucoup utilisé poétiquement par les artistes. Et que aussi la neige, c'est un élément qui a ce truc intéressant d'être à la fois éphémère parce qu'elle se recouvre et et qu'elle est très pure, presque virginale. Hein. Et en même temps, c'est une neige éternelle. On parle des neiges éternelles au sommet du mont Kilimandjaro. On parle de ce genre de choses. Donc elle a ce statut de c'est un endroit pur qu'en arrivant on modifie, mais c'est un truc de très inatteignable, et en même temps, quand on y arrive, à la fois on y touche, mais comme c'est de l'eau, hein, fondamentalement, ça fond, donc un côté à la fois éphémère et éternel qui est intéressant, dans la neige du sommet de la montagne. Dans la peinture classique, il y a eu des représentations de montagnes qui sont très liées à la mythologie. Forcément, si je vous dis le mont Olympe, vous allez avoir l'idée. Il y a aussi l'image suivante que je vous ai mis, qui est Moïse au sommet du mont Sinaï par Léon Gérôme, qui est du coup le mont Sinaï, un mont très connu comme le mont Ararat, le mont Olympe ou l'Himalaya et le Tibet, qui sont des montagnes aussi très connues, qui ont une charge religieuse et mystique qui est extrêmement importante.
qui est explicable parce que géographiquement, la montagne, c'est un endroit qui est inatteignable, en tout cas à une certaine époque. À l'époque classique et ancienne, c'était des endroits inatteignables, donc c'était facile d'y mettre des figures divines et d'y mettre des figures religieuses, parce que la montagne, elle est plus proche du ciel, et dans énormément de religions, le ciel, c'est là où Dieu ou les dieux sont. Donc elle a forcément une connexion avec le divin et le mystique qui est plus importante, à mesure qu'on s'élève spirituellement. Et d'ailleurs, je suis à peu près sûr qu'un jour je ferai le dossier inverse où je vous parle des grottes, des catacombes, et de comment se rapprocher du centre de la Terre. C'est une descente aux enfers, littérale. Mais voilà, vous voyez, il y a ce jeu poétique entre ces choses-là. Donc voilà, dans la peinture classique, c'était beaucoup ça. Arrivé la période 18e, 19e siècle, où l'art étant moins religieux, on l'a plus montré comme quelque chose sous son point de vue naturaliste. Du coup, naturaliste, c'est un courant de pensée, de représentation, on montre les choses telles qu'elles sont, presque de manière documentaire, où d'un coup c'est ce que je vous disais, des observations des musées, des montagnes, au fur et à mesure du temps, comment elles évoluent. Et le réalisme a ensuite été détrôné par l'impressionnisme qui a dit finalement le réalisme c'est bien, mais ce qu'on veut c'est l'émotion des choses plutôt que la représentation des choses. Et depuis cette période-là, personne n'est d'accord sur comment on doit représenter les choses. Voilà, donc actuellement les montagnes elles ont atteint un peu une nouvelle symbolique que je vais aborder dans la section suivante, mais il faut voir que toutes ces représentations, elles sont sourcées dans ces idées-là qui ont une charge poétique qui va être réutilisée dans les représentations actuelles. Je propose donc de passer au camp de préparation, qui est, une fois qu'on a vu la montagne, il faut se dire « Ah, on va l'escalader, donc ça demande un petit peu de temps ». Je vais faire un préface extrêmement rapide sur cette BD dont je vais parler longtemps, qui est une BD pas trop connue en France, ça s'appelle Tintin au Tibet, de Hergé, et voilà, on parlait la semaine dernière de brûler Tintin, et je suis toujours du même avis que ça ferait un très bon combustible, mais Tintin au Tibet, pendant beaucoup de temps, ça a été c'est une BD qui est assez raciste, hein, on va le dire, mais qui a aussi concrétisé cette image qu'on pouvait avoir de la montagne comme un endroit d'exploration, un endroit mystique, un endroit mystique où il y a des moines tibétains, mais il y a aussi le Bigfoot, et il y a aussi cette ascension dans un pic rocheux extrêmement compliqué. Donc voilà, le Tibet, j'en parlerai pas, mais il faut se dire que malheureusement... On me corrige dans le chat, pas assez raciste, complètement raciste. Ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, mais comme c'est RG, je n'ai absolument pas de questionnement sur le fait que ça le soit. Donc voilà, je vous parle de ça parce qu'on parle souvent de représentation ici, et Tintin au Tibet étant une BD qui est dans toutes les médiathèques de France et de Navarre, ça veut dire que pour beaucoup de gens, l'image de la montagne va être façonnée par une œuvre comme celle-ci. Donc voilà, je passe. Mais voilà, pour vous dire qu'on a aussi une base comme ça, que concrètement, dans les années Tintin au Tibet, ça doit être les années 60, 70, la montagne, ça doit être aussi montré comme ça. Je vais vous parler de choses plus sympathiques. Je vais vous parler d'un personnage non moins problématique, mais intéressant néanmoins, qui s'appelle Werner Herzog, qui est un cinéaste de l'extrême, on l'appelait beaucoup un cinéaste de l'extrême, qui a fait un documentaire il y a une quarantaine d'années, qui s'appelle Gasherbrum, la montagne lumineuse, où il suit un grimpeur, enfin un duo de grimpeurs qui sont Reinhold Messner et Hans Kammerlander, Reinhold Messner, c'est une figure très connue de l'alpinisme, parce que c'est le premier homme qui a conquis, et j'utilise le mot conquis volontairement, les sommets de plus de 8000 mètres. Et là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il raconte avec ces sommets de plus de 8000 mètres, donc on va devoir faire un petit retour en arrière. Du coup, la grimpe, l'escalade, l'alpinisme, ce sont des domaines légèrement différents, et c'est une séparation qui a eu lieu au cours du siècle dernier. Donc l'escalade des montagnes, c'est quelque chose qui a été pratiqué à toute époque, ça avait un intérêt scientifique et humain pas extrêmement intéressant, donc ça restait toujours une forme de hobby, mais à partir des années 20 et 30, de mémoire, il y a commencé à avoir un gros intérêt de plusieurs communautés là-dessus. Et c'est intéressant parce que c'est un sport qui évolue beaucoup avec la technologie.
enfin avec l'équipement et tout ça. On a commencé à grimper des montagnes, on a commencé à grimper de plus en plus hautes, on a de plus en plus techniques et ce genre de choses. Et notamment la quête d'escalader toutes les montagnes, comme a été la quête d'atteindre le pôle Nord et le pôle Sud, d'atteindre le fin fond de l'Amazonie ou d'atteindre le fond de la fosse des Mariannes, ça a été une quête pendant un long moment. Et c'est une discipline qui consiste à grimper la montagne, on appelle ça l'alpinisme. Et je n'y avais jamais réfléchi, mais alpinisme, c'est un mot qui vient des Alpes, de la chaîne de montagne française. Et voilà, du coup, au cours du siècle dernier, il y a eu des escalades de plus en plus impressionnantes des grands monts de la Terre. Il y a 13 montagnes 13 ou 14 montagnes? Non, c'est 13 montagnes qui piquent plutôt, qui dépassent les 8000 mètres d'altitude, donc 8000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et ces 13 montagnes sont situées dans un coin en Asie, donc à la frontière entre le Népal et la Chine. Et donc ce sont forcément, c'est un peu un point de rendez-vous pour tous les alpinistes du monde. Et notamment ces 8 mètres sont particulièrement importants parce que, en plus de demander une très grande technicité, c'est des sommets qui étaient inaccessibles parce que, il me semble que c'est au-delà des 6500 mètres, il y a une raréfaction de l'oxygène qui fait que beaucoup de gens qui dépassent ces sommets-là vont s'asphyxier. Parce que l'oxygène n'est pas assez présent. Donc ça a été pendant très longtemps considéré comme des endroits inaccessibles, mais finalement, maintenant ils ont tous été dépassés. Ce qui a entraîné un gros questionnement dans la pratique de l'alpinisme, qui est que maintenant qu'on est arrivé tout en haut de toutes les montagnes, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, il y a eu un peu des écoles différentes qui se sont faites en disant oui, toi tu es arrivé en haut de cette montagne, mais moi je vais y arriver par le versant qui est plus dur. Donc toi t'as passé par le côté un peu plat, moi je vais prendre le côté vachement droit, où je vais passer par ça. Et puis après, en gros, a été ajouté de la complexité à ces escalades, avec notamment l'ascension par des côtés plus techniques, des ascensions hivernales, donc forcément qui sont plus dures. Et pour simplifier, il y a 3 styles d'alpinisme qui se sont détachés, qui sont un alpinisme où tout est permis, entre guillemets, où on a le droit d'utiliser des bouteilles d'oxygène, des piolets, tout le matériel qu'on veut, et de faire des camps n'importe où sur la montagne, qui est l'alpinisme full accès. Et il y a un alpinisme qui s'appelle le free climbing, il me semble, qui est une pratique de l'alpinisme où il faut tout monter en une fois. Ça veut pas dire qu'ils le font en une journée, ça veut dire qu'ils font des étapes sur la montagne, mais qui se permettent des choses comme par exemple faire un camp à, on va dire, 5000 mètres, et puis redescendre à 3500 mètres, et le lendemain remonter aux 5000 mètres avec des cordes, donc pas en se hissant à la force des bras, et continuer l'ascension de là. Donc on appelle le free climbing, qui est un peu plus qui est moins permissif. On utilise certains outils, et on utilise une manière de faire qui est plus lente. Par exemple, il y a des monts techniques comme l'Himalaya, l'Himalaya, vous l'escaladez en 3 semaines, il me semble. C'est la manière de le faire. Et il y a une dernière technique, qui est une technique qui est très surreprésentée et qui est problématique à plusieurs égards, qui s'appelle le free solo, qui est le fait de monter une montagne tout seul et sans protection. C'est-à-dire que vous montez, vous ne vous assurez pas. Donc ça veut dire que si vous tombez, si vous vous ratez, vous tombez de 230 mètres et vous mourrez, tout simplement. Et donc ça, c'est une technique qui est très décriée, qui forcément amène à beaucoup d'accidents. Pas que les autres techniques aient moins d'accidents, mais forcément les accidents sont plus graves quand vous n'êtes pas assuré. Et donc voilà, donc vous voyez déjà il y a un panel de trucs qui fait que la pratique de l'alpinisme est différente selon les personnes et selon les manières de penser qu'on a du sport. Mais il y a aussi une séparation du coup avec l'achèvement de la conquête de tous les grands sommets du monde. C'est la séparation entre l'escalade et l'alpinisme. L'alpinisme consistant à monter les montagnes, comme je vous l'ai dit, mais l'escalade consistant à grimper des blocs, donc des rochers et des montagnes aussi, mais plus pour une question de technicité, donc des parois particulièrement plates, particulièrement à pic, particulièrement impraticables, qui ont des niveaux de difficulté qui sont donnés de manière évolutive. Donc ils sont là, c'est je montais El Capitan en tant de temps en free solo, ou ce genre de choses, donc ils sont une nouvelle manière de se donner du challenge, alors que le challenge ultime de monter la montagne la plus haute a déjà été dépassé. Donc voilà, finalement, on aurait pu se poser la question de est-ce que monter toutes les montagnes allait empêcher les gens de monter des montagnes.
Non, définitivement, les gens trouveront toujours des manières de plus en plus techniques et difficiles d'escalader des montagnes. Et voilà, actuellement, la situation en est là avec une séparation de l'alpinisme, d'exploration et de découverte, de grands sommets et une escalade technique, plus de rochers qui enlèvent certaines contraintes météorologiques, mais qui créent des nouvelles difficultés de montée sans assurer tout ça. Bon voilà, j'étais un peu long, mais c'est pour bien vous mettre dans cette ambiance-là. Gâcheur Brume de Werner Herzog, du coup, ça suit deux, deux alpinistes qui font un exploit en première mondiale comme le Dilimage, qui est l'exploit de faire 2 sommets de 8 mètres d'affilée. Exploit qui a été dépassé récemment. Est-ce qu'il a été dépassé? Je suis pas allé au bout du documentaire. Un exploit qui a été challengé récemment par un alpiniste népalais qui a... Il y a un documentaire sur Netflix là-dessus qui a voulu faire les 13 sommets en seulement une année. Alors je ne sais pas s'il a réussi ou pas, je ne suis pas allé au bout du documentaire. J'espère qu'il ne s'est pas tué en faisant ça. Et c'est intéressant parce que c'est un documentaire du coup qui explore à la fois le questionnement philosophique de pourquoi ces deux types vont risquer leur vie en haut d'une montagne en plein hiver pour faire un truc qu'ils ont déjà fait, c'est-à-dire monter ces deux montagnes individuellement, mais en se disant je veux faire les deux d'affilée. Ça explore les questionnements philosophiques de ce type-là, Reinhold Messner principalement, qui parle beaucoup à la caméra sur son rapport à la mort, sur pourquoi il fait ça, comment il vit ça. Et aussi, ah oui, je vais absolument vous montrer cette image du coup de Reinhold Messner qui est sur son camp de préparation avant de faire les 8000 mètres et qui se lave intégralement à côté d'un torrent de montagne de glace qui doit être à 0 degré. Alors cette image-là, elle est sans contexte. Elle est... on se dit, bon, bah c'est juste un mec nu qui se lave le corps, mais il fait genre 4 degrés dans cet endroit, et s'il tombe dans l'eau qui est à côté, qui a l'air pourtant très attirante, bah c'est la mort assurée, parce que c'est de l'eau glaciale qui descend des glaciers. Donc c'est un peu le genre de personnage auquel typiquement s'intéresse Herzog, qui est, comme je le disais, un cinéaste de l'extrême qui cherche des gens un peu... qui sont dans des pratiques extrêmes, et qui montre dans son cinéma un peu à la fois la folie de l'homme et aussi la difficulté de la nature, parce que, faut-il le rappeler, la montagne c'est un environnement extrêmement hostile. Et une autre chose dont Gachard Brume met un peu en avant, mais de manière accidentelle je dirais, c'est aussi l'exploitation des populations locales dans l'alpinisme, où on voit vraiment de mecs, je sais plus de quelle origine ils sont, mais je crois, ils sont 2 Européens qui viennent avec 15 guides locaux Sherpas, qui trimballent toutes leurs affaires en bas d'une montagne pour qu'ils puissent aller s'amuser dans la montagne, quoi. Si on le recontextualise sans romantiser la situation, c'est ça qui passe, c'est de mecs payent beaucoup d'argent pour faire des trucs très risqués et s'amuser, et il y a des gens du coin qui doivent supporter ça. Et ouais, il y a quand même un vrai sujet dans la manière de pratiquer l'alpinisme qui, forcément, a à voir avec à la fois l'invisibilisation de sportifs, sportives d'autres nationalités, parce qu'ils ont moins d'argent, parce que les guides qui accompagnent ces deux types-là, ils sont infinis, ils sont tout aussi compétents que pour vivre en montagne, c'est juste qu'ils... c'est leur business et c'est pas... ils cherchent pas la gloire particulièrement. Du coup, ouais, il y a un truc quand même intéressant sur l'exploitation notamment des Sherpas et des personnes chinoises, népalaises, tibétaines, qui sont dans les cercles de l'alpinisme, mais qui sont là pour produire un service pour des alpinistes étrangers riches qui veulent avoir des nouvelles sensations fortes. Voilà, je voulais le citer, je n'ai pas étudié le sujet plus que ça, mais bon, dans tous les films documentaires, on voit ça et c'est bien de le noter. Un autre film qui a beaucoup fait parler et qui est un peu la référence récente de l'alpinisme, du coup, un truc beaucoup plus récent, c'est Free Solo, du coup, un documentaire sur Alex Honnold, que je n'ai pas vu, mais qui est le court-métrage, tout le monde a dit faut voir ça, faut voir ça, faut voir ça. Et du coup, ça parle de cette pratique du free solo. Comme vous voyez, le mec sur son rocher n'est pas du tout assuré, et il grimpe des trucs de plus en plus techniques. Forcément, ça fait des images extrêmement impressionnantes, puisque bah, à la moindre erreur, le type est mort. Et c'est filmé comme ça. Mais c'est fou de voir à la fois la confiance et c'est quelque chose sur lequel je me questionne beaucoup.
sur faut-il idéaliser ce genre de choses, c'est une réflexion qui va être là sur tout ce dossier. Mais voilà, en documentaire, souvent c'est celui-ci qui est recommandé, sachant que j'en parlerai pas dans le reste du sujet, mais il y a aussi beaucoup des communautés de vlogueurs et de youtubeurs et de streamers avec notamment une approche un peu plus inclusive de la pratique qui s'est mis en place. Donc voilà, l'état de l'alpinisme et de la montagne entre notre belle année 2023, elle est un peu là avec une diversification de la pratique du sport, quand même un questionnement sur comment tout cela est financé à la fois par la nécessité de vendre du spectacle dans l'image et aussi que ça concerne qu'on fait des documentaires et des films toujours un petit peu à la gloire des mêmes personnes qui peuvent se permettre de perdre leur vie sur une montagne. Je vais pas faire de commentaires plus longs là-dessus. Je voulais revenir quand même sur ce sujet du désir de grimper, puisque dans toutes les interviews et tous les documentaires et tout ça, il y a toujours la question qui revient, qui est encore et encore très présente de pourquoi vous montez les montagnes, pourquoi vous risquez vos vies, pourquoi vous faites tout ça, qui est la question. Et bon, la réponse que j'ai vue, il y a je grimpe la montagne parce qu'elle est là, qui est la réponse du sommet des dieux, notamment. Ou on grimpe ces montagnes parce qu'on est fou, ou on grimpe ces montagnes parce que je le peux, et quand je monte pas parce que si je grimpe une montagne, je sais que je vais pas mourir et tout ça. Bon, les accidents sont quand même fréquents dans ces pratiques, hein, on va pas le cacher. Et moi je vais faire une petite exploration plus mignonne et un peu plus légère du désir de grimper en vous parlant de 3 petits jeux vidéo qui ont l'alpinisme comme thème central et qui le développent de manière beaucoup plus feel good. A Short Hike, où c'est, comme le titre indique, un petit jeu vidéo créé par une seule personne. On suit une jeune ado oiseau qui doit grimper une montagne parce que tout en haut de la montagne, c'est le seul endroit sur l'île où elle est où elle peut capter son téléphone et elle attend un appel important. Donc c'est un jeu très mignon qui, à travers le fait de grimper une montagne, montre qu'on peut pas grimper une montagne tout seul et qu'on est obligé de discuter avec les gens et d'aider les gens et que c'est en aidant les gens qu'on apprend des trucs et qui nous donnent une petite ressource dans le jeu qui sont des plumes qui nous permettent de voler et de grimper plus longtemps. Alors, en jeu vidéo, une manière de faire transparaître les choses, c'est ce qu'on appelle le game design et le gameplay. Et donc là, c'est une manière de jouer qui vous dit, pour monter, vous pouvez pas monter en vous acharnant en tapant la tête contre un mur. Et le but final n'est pas tellement de conquérir la montagne, mais plutôt d'accéder à un bel endroit et d'arriver à vous reconnecter à une personne qui est très loin, donc vous avez besoin de prendre de la hauteur pour la recontacter, qui a un beau message philosophique dessus. Bon, je vous montre quelques messages. C'est un jeu très mignon, très feel good. Un autre jeu extrêmement connu sur une ascension de montagne, c'est Céleste. C'est un jeu de plateforme, donc forcément plateforme niveau réflexion sur l'espace. C'est un jeu de plateforme qui est considéré comme très difficile, mais qui est à la fois aussi très accessible, parce que le jeu a été réfléchi pour permettre à des joueuses de tout horizon d'y jouer. C'est un jeu qui mélange à la fois du coup des énigmes de plateforme assez compliquées et des passages narratifs où notre héroïne Madeleine, que vous voyez ici, rencontre différents personnages qui l'aident à mieux se comprendre elle-même, parce que son souci à elle, Madeleine, c'est qu'elle est elle est en dépression, il me semble. En tout cas, elle a des soucis d'image et de confiance en elle, et comme vous pouvez le voir sur la partie gauche de l'image, Madeleine, elle a un double maléfique qui passe le jeu à vous raconter des choses négatives sur vous-même, sur elle-même, et elle a du mal à accepter cette part de noirceur en elle, et pour elle, escalader cette montagne, c'est dépasser à la fois sa dépression, mais aussi l'escalader, c'est se prouver à elle-même qu'elle peut réussir à quelque chose. Et donc, sans trop de surprise, le jeu se finit avec un message très positif sur l'acceptation de soi, que grimper n'est qu'un prétexte. Ce qui est important, c'est de se donner un but et d'y arriver. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui est très transcrit dans le game design du jeu, où forcément on commence en bas de la montagne, on passe des étapes différentes, on a des crises d'anxiété, on parle du deuil, on parle de rencontres avec d'autres personnes qui, elles aussi ont eu des problèmes et viennent en discuter. Une anecdote qui est intéressante sur ce jeu, c'est que la créatrice du jeu qui a créé le jeu entièrement elle-même, c'est une personne qui, au fur et à mesure qu'elle a construit le jeu, et a posteriori a dit que
Pour elle, ce n'était pas simplement escalader une montagne, c'était aussi accepter l'image de soi, et qu'à mesure qu'elle a créé Céleste, elle a fait sa transition de genre. Et que finalement, pour elle, c'est accepter son image de soi, c'était comme ça que ça se transposait. Donc c'est un message assez mignon, et intention qui a été réaffirmée dans les extensions du jeu, où ce thème-là a été explosé plus globalement en présentant le personnage de Madeline comme une personne trans. Donc voilà, un exemple positif de grimper la montagne, ça peut être atteindre ses objectifs et apprendre à s'aimer soi-même. Le dernier jeu vidéo dont je vais parler sur la montagne, c'est un jeu très connu, très cinématographique, qui est Journey, qui est un jeu muet et avec des personnages non genrés. Je n'y avais jamais réfléchi, mais comme c'est des personnages qui ne communiquent pas et qui ont des physiques sans capuche, des personnages non genrés. Et Journey, c'est la même chose, c'est un jeu sur le voyage où pendant tout le jeu, vous voyez à l'horizon une très grande montagne que vous devez explorer. Il y a ce même système de on commence par le bas de la montagne, c'est très compliqué, on obtient des petites ressources qui nous permettent de sauter, de voler plus longtemps au fur et à mesure qu'on apprend à connaître le monde. Et ça finit, je vous spoil pas la fin de Journey parce qu'on va pas spoiler la fin de Journée, mais ça finit par une ascension extrêmement positive et aérienne et légère d'arriver au sommet du creux de la montagne. Et c'est également une ascension d'une montagne qui se fait par la rencontre, parce que quand vous jouez à Journey, vous ne jouez pas seul, comme les jeux précédents où on parle d'amitié et de rencontre, mais vous jouez avec des personnages créés, des personnages non joueurs. Dans Journey, vous jouez systématiquement avec une autre personne qui vient faire l'ascension avec vous. C'est-à-dire qu'un ou une autre joueuse quelque part dans le monde qui joue avec vous, qui ne peut pas communiquer avec vous par du texte, mais uniquement par des petits signaux sonores dans le jeu, et que c'est ensemble que vous devez faire cette ascension. Le jeu a été plus ou moins conçu pour être très large, mais plus on se rapproche du sommet, plus on est forcé de croiser cette autre personne et de faire le chemin avec elle. Donc ça, c'est des jeux, et voilà, je trouve qu'ils donnent des bonnes idées de pourquoi on voudrait grandir une montagne, et pourquoi parfois la montagne, ce n'est pas réellement une montagne, mais plus un voyage ou un parcours. Daravan qui nous dit « J'adore Journey ». Évidemment, tout le monde adore Journey. Voilà, bon là c'est une partie qui est un peu plus mastoc. Je vais vous parler de quelques bandes dessinées, parce que j'avais voulu axer quand même beaucoup sur la bande dessinée, parce que je l'ai pas précisé, mais l'intuition qui m'a mené à faire ce sujet, c'était une réflexion de la réalisatrice de Titina. Attends, vous attendiez-vous à qu'on parle de Titina ce soir? On va parler de Titina. C'est la réalisatrice de Titina, du coup, Kaz Janaes, qui parlait dans la création de son film du problème qu'elle avait avec les histoires de conquête et de virilité et de compétition, et c'est quelque chose qu'elle avait voulu éviter de faire dans Titina. Et bon, moi j'ai lu beaucoup dans mes jeunes années, j'ai lu beaucoup d'histoires sur l'alpinisme, où il y a cette héroïsation, cette romantisation d'un héros solitaire qui escalade la montagne. Et du coup, je voulais parler un peu notamment des mangas et des BD que moi j'avais lu et maintenant que je regarde avec un autre regard. En postface, je vais être obligé de dire quelque chose. En préface, je vais être obligé de dire quelque chose qui a été suggéré par quelqu'un là dans le chat. C'est que c'est bizarre, Léopold, mais dans toutes ces histoires de montagne et de grimpeurs, bah il n'y a pas trop de grimpeuses, il n'y a pas trop de grimpeureuses. Et bah oui. Effectivement, à la fois dans les auteurices que je vais vous présenter, et les personnages et les types d'histoires qui sont racontés, c'est impossible de ne pas voir l'extrême machisme, virilité de cette pratique, et de ses représentations, et de tout ça, quoi. C'est vraiment les macho men de la montagne, quoi. Genre, c'est très présent, cette figure du grimpeur comme un personnage mi-poétique, mi-héros qui dépasse ses limites corporelles et philosophiques, et c'est toujours des histoires de mecs, entre mecs, racontées par des mecs. Donc, j'ai essayé de faire des recherches autour de ça, et c'est pour ça que je vous présente aussi d'autres œuvres créées avec d'autres perspectives, et que je vais finir par faire une petite ouverture de fin sur d'autres œuvres plus inclusives et qui arrêtent de tirer toujours sur la même corde. Mais voilà, je voulais prendre aussi le problème en face et vous parler directement de ça. Je commence par ce premier manga qui est vraiment... c'est un manga très intéressant parce que il y a vraiment tout
C'est un manga très romantique, Ascension du coup de Shinichi Sakamoto, donc vous pouvez voir les images ici. C'est un manga qui vraiment cristallise toutes les qualités et tous les défauts qu'il peut y avoir des récits d'alpinisme. Et je vais vous parler de ça. Du coup, Shinichi Sakamoto, dans Ascension, en anglais The Climber, le grimpeur, c'est un manga en 17 tomes qui a une dizaine d'années, qui suit l'histoire de Buntaro Mori, un jeune type qui quitte le lycée pour se consacrer à l'escalade et à l'alpinisme parce qu'il a une passion maladive pour ça et qu'il n'aime personne et il est profondément misanthrope. Voilà. C'est une longue saga qui suit ce héros pendant une dizaine d'années en le poussant à chaque fois dans les limites à la fois de son corps et de sa philosophie de l'isolement. Graphiquement, c'est vraiment très 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 splendide quoi. Genre, les premiers tomes ne le sont pas, si un jour vous tombez sur la série en médiathèque, les premiers tomes sont très différents graphiquement, là vous pouvez voir que c'est un style extrêmement réaliste, à part les visages des personnages, extrêmement réaliste parce que c'est du dessin très fouillé, il y a beaucoup d'utilisation de photographie, il y a beaucoup d'utilisation de textures, mais le rendu notamment des muscles, du matériel, de la montagne, de la météo sont vraiment d'un niveau extrêmement élevé, ce qui je trouve intéressant parce que c'est aussi une performance graphique de montrer une vie exceptionnelle avec un graphisme exceptionnel, et c'est un peu un statement, une déclaration de l'artiste de dire la montagne est tellement splendide que la seule manière de la représenter c'est avec cette qualité graphique extrême, ce détail sur les muscles, ces décors absolument ciselés. C'est un truc qui est un peu systématique aussi dans la prochaine œuvre dont on va parler, ce délire absolu du réalisme, de la réalité, de la toute-puissance du dessin pour maîtriser le corps et l'espace. Et c'est un manga qui est intéressant parce qu'il pousse ça vraiment à fond. C'est intéressant aussi parce qu'il a une vision très romantique de la montagne, en montrant ses idées poétiques de vraiment très très premier degré. Je vais juste vous montrer une image un peu plus tard parce que je m'en suis servi pour ma conclusion des images de Ascension. C'est un genre de manga qui a ce genre d'image avec ce personnage bourru, isolé, et à côté vous allez avoir une image d'un homme avec une croix dans le dos qui escalade une montagne en train de brûler. Donc c'est vraiment ça tout le temps j'arrive sur une montagne, c'est comme arriver dans une terre vierge, j'escalade une montagne trop facile, c'est comme montrer un jeu d'enfant, j'escalade le bâtiment où je travaille parce que je m'y ennuie tellement. Et bon, ça pousse vraiment le romantisme de la philosophie nihiliste du grimpeur à fond, donc c'est intéressant pour ça. Et donc voilà, du coup c'est un manga 17 tomes. Pour vous décrypter l'histoire, c'est vraiment ce jeune homme qui a du mal à s'introduire dans la société, du coup il grimpe avec des gens, mais les gens, il n'arrive pas à vivre avec eux, parfois les gens meurent, et donc il ne peut plus grimper avec eux, et du coup encore et encore il essaie de grimper dans la montagne, et son but à lui c'est de grimper le K2, qui est une montagne extrêmement technique, et qui est considérée comme le toit du monde, donc parmi les montagnes les plus hautes. Le K2, est-ce que c'est la plus haute ou pas, je ne sais plus. Et du coup les 17 tomes vous montrez parfois s'ils vont y aller, tous les autres profils de toutes les autres personnes qui grimpent la montagne et systématiquement finissent tous par en mourir. Et voilà, il y a vraiment un propos visuel cette fois-ci. Je trouve dans le scénario, des fois il y a des choses qui manquent, mais visuel vraiment de montrer la performance, vraiment la performance et la solitude et le nihilisme de cette pratique, où c'est une pratique pour lui qui est semi-suicidaire, mais qui est aussi la seule chose qui lui permet d'avoir des émotions fortes, et il veut aussi être dans cette montagne isolée pour ne pas être dans la société dans laquelle il n'arrive pas du tout à s'intégrer, et il y a un truc très maladif dans sa pratique de l'alpinisme, et je vous montrerai quelques images, mais voilà, Ascension, la montagne ultra romantisée. Je repense à des... Et intéressant, là je vous ai mis... je suis un peu mesquin parce que je vous montre que des images pleine page de Ascension. C'est aussi intéressant de voir que la BD le manga de montagne a vraiment cette proportion à montrer des plans, des doubles pages, des pages entières, pour montrer l'immensité de la montagne, évidemment, mais aussi pour montrer une maîtrise technique absolue, quoi.
pour connaître un peu les autres œuvres du même auteur, il y a vraiment ce délire de la performance graphique comme sublimation, c'est quelque chose qui est très présent dans son œuvre de manière générale. Et voilà, le message final de Ascension étant finalement on ne peut pas vivre sans les autres, mais c'est vraiment un message très tardif et il y a beaucoup une romantisation de à la fois le mal-être et de cet être pur, abandonné par la société et qui vit dans son marasme et seul. La montagne, sa conquête de la montagne et sa pratique à lui d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant parce que sa pratique à lui montrait comme très pure parce qu'il monte avec peu d'équipement, tout seul, dans des conditions extrêmement naturelles, tandis qu'on voit d'autres grimpeurs, et parfois, très rarement, une ou deux grimpeuses, qui pratiquent forcément les ascensions de manière dégueu, en trichant, en arrivant en hélicoptère, en respectant pas la montagne, et qui, un peu dans le karma de la montagne, se font tuer ou éjecter de l'histoire. Donc il y a un peu un propos sous-jacent sur la pureté de la pratique et la pureté de... Enfin, une espèce de pureté philosophique qu'il faudrait avoir pour conquérir la montagne pleinement et pas se faire punir par elle, parce que le manga va même full dans le truc. La montagne est une amante cruelle qui parfois vous donne le bonheur et parfois vous punit, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de truc. Donc vraiment, si vous voulez, Toxic Boy va dans la montagne, Ascension, c'est très bien. mais, mais voilà. Évidemment, je ne le précise pas assez, il y a beaucoup de passages extrêmement macho dans Ascension. Tous les personnages féminins sont particulièrement mal représentés, étant soit des jeunes femmes virginales extrêmement pures, soit vraiment des femmes montrées comme étant extrêmement vulgaires et montrées de manière négative, quoi. Deuxième manga, un incontournable, mais genre incontournable de la bande dessinée d'alpinisme, c'est Le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi au dessin et de Bakuyume Kura au scénario, parce qu'il a écrit le roman de base, que Taniguchi adapte. Là, vous allez voir que ma pensée se complète toute seule. Le Sommet des Dieux, c'est un manga de 8000 pages, sorti dans 5 gigantesques intégrales de plusieurs centaines de pages. 8000 pages, c'est peut-être beaucoup. Je pense que je mélange des chiffres, mais genre, même dans le format, Le Sommet des Dieux est un manga qui se veut édifiant, complexe, de traiter l'ensemble de la question de l'alpinisme dans un dessin extrêmement réaliste et puissant. Et son scénario, c'est tout simplement, en toute modestie, c'est l'histoire d'un journaliste qui découvre la preuve que peut-être la première ascension de l'Himalaya serait peut-être fausse. Ne serait peut-être pas, oui, serait peut-être fausse, et que peut-être que ce sommet n'aurait jamais été réellement conquis par deux alpinistes en 1924. Et donc il rencontre un autre grimpeur japonais qui a sacrifié toute sa vie et ses amis pour pouvoir faire cette ascension, et on revient au début de la chronique pour atteindre ce sommet des dieux, pour s'élever psychologiquement, et vraiment, même chose, un manga qui s'intéresse beaucoup au sacrifice et à la pureté de ce personnage qui abandonne tout, et à la fois tout ce qu'il possède, mais aussi toutes ses obligations sociales, et qui disparaît du monde pour pouvoir escalader cette montagne. Abujoji, du coup, c'est son nom. C'est vraiment un mec carré, bourru, qui parle pas, qui a du mal à vivre avec les gens, et sa seule manière d'ours de vivre et de s'exprimer, c'est de grimper cette montagne. Donc vraiment, on est dans un portrait très viriliste et masculiniste de ce que doit être un alpiniste. Même chose, sa pratique à lui est montrée comme parfois plus pure, plus radicale. Dans le Sommet des Dieux, c'est un tout petit peu plus subtil, parce qu'on montre quand même qu'il a des failles en tant qu'humain, il a abandonné des gens, son péché originel à lui, c'est d'avoir d'avoir grimpé avec quelqu'un d'autre, et d'avoir provoqué sa mort, et que du coup il ne veut plus jamais grimper avec qui que ce soit d'autre, ce qui fait qu'il escalade en solitaire. Et il y a quand même un truc que je vais aborder sur le Sommet des Dieux. Il y a quand même des vraies histoires de compétitivité entre les alpinistes, parce que, des fois c'est justifié, pour avoir un article de presse ou pour avoir un record, faut être la première personne à avoir monté cette montagne dans ces conditions-là. Et c'est assez surprenant, puisque
Vous n'êtes pas en compétition réelle comme dans un autre sport où vous faites un match de tennis et il faut que vous marquiez plus de points que votre adversaire. Là, vous êtes dans une compétition où vous êtes dans une pratique solo, mais quand même contre d'autres personnes. Et donc, il y a vraiment cette comparaison entre les personnages de lui, il fait plus ça comme ça, je dois faire ça avant lui, ah, je vais copier sa technique, ah non, il copie ma technique. Tout ça qui est vraiment très très présente. Bon, personnellement, moi, le sommet des dieux, même si il y a une maîtrise technique extrêmement forte, il y a des passages qui sensoriellement et narrativement fonctionnent très bien, ça reste quand même, ça reste quand même l'histoire d'un vieux mec qui va mourir sur une montagne, puisque est-ce qu'il n'arrive pas à être suffisamment satisfait de son quotidien dans la vie, quoi. Donc, bon. Et l'histoire ne le questionne pas tellement, puisque la conclusion du sommet des dieux étant quand même que le journaliste qui suit ce mec finit par comprendre parfaitement la philosophie de ce héros et de vouloir l'imiter lui-même. Donc, la remise en question est assez faible. Et voilà, c'est intéressant aussi de voir que le sommet des dieux a été adapté en France sous la forme d'un long métrage qui coupe beaucoup des longueurs du manga, et notamment enlève tous les personnages féminins qui ne sont pas géniaux dans le manga, mais quand même efface tous les persos féminins pour se concentrer sur la relation entre ce journaliste de montagne et ce grimpeur légendaire. Et du coup, dans l'adaptation du Sommet des Dieux, on retrouve ce soin Kataniguchi de la représentation parfaite et très technique des montagnes. Et un sujet que j'ai pas abordé aussi, mais qui est intéressant, alors pour relier avec le côté mystique que peut avoir la montagne, il y a une manière qui est exprimée dans Le Sommet des Dieux et d'autres mangas Taniguchi sur l'alpinisme, qui est intéressante de montrer la spiritualité plutôt que la religion, qui est que la montagne a une entité propre, mais aussi qu'elle est entourée de la météo, et que généralement la météo ou les saisons ou le passage du temps sont quelque chose qui influence beaucoup la pratique qu'on a de la montagne. Du coup, il faut rencontrer la montagne, c'est-à-dire il faut y aller à la bonne période de l'année, au bon moment de la journée, quand la neige a regelé pendant la nuit, mais n'est pas tout à fait dégelée, donc on a la visibilité du matin, mais qu'on peut l'escalader avant que la neige soit un peu trop dégelée. Et du coup, il y a un peu un truc de méditation et de spiritualité par rapport à la montagne qui parfois se mélange à de la religion ou une forme de vision du monde animiste ou alternative, en se disant je dois comprendre la montagne pour pouvoir escalader la montagne. Graphiquement, on utilise souvent la météo, le brouillard, la neige pour montrer les états émotionnels des personnages et de la montagne. Donc vous imaginez bien, dans le brouillard on est perdu, dans la tempête de neige il y a la colère, sous un soleil plombant, il y a la difficulté, genre un plan typique d'alpinisme, c'est de montrer juste un personnage sur un énorme banc de neige avec quelques pas derrière lui, qui, si on veut le ramener à une symbolique, c'est quelqu'un qui trace tout seul sa voie dans la neige, dans un endroit où personne n'est jamais allé. Donc voilà, c'est ce genre d'imaginaire poétique. Et ouais, je trouve ça intéressant parce que toutes les histoires autour de l'alpinisme finissent par développer une certaine philosophie en rapport avec le temps et la perception du monde qui est intéressante, parce qu'il y a quand même vraiment une connaissance, un respect de la nature qui est lié à la pratique de l'alpinisme, lié à la sécurité, mais aussi de savoir que la nature fonctionne comme ça, et c'est pas nous, en tant qu'êtres humains, qui imposons notre volonté à la nature, puisqu'on pourrait considérer que l'escalade de lieux inatteints, ça pourrait être enfreindre la volonté de la nature. Mais voilà, et la météo sert à faire ça. Aussi dans l'imaginaire de la montagne, il y a ce côté, c'est un endroit où il n'y a pas de vie, donc il y a de la neige, il y a de la roche, et il n'y a pas d'oxygène si vous dépassez les 7000 mètres d'altitude, donc c'est un endroit où il n'est pas censé avoir de vie, et donc le fait qu'un être humain est là-bas, c'est quelque chose de subversif et de rebelle d'aller dans cet endroit infranchi. C'est presque briser un tabou. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est beaucoup utilisé pour mettre en valeur ces héros qui dépasseraient leurs conditions. Voilà, je voulais quand même pas être trop tranché sur Taniguchi, mais je vais quand même être tranché parce que moins connu dans son œuvre sur l'alpinisme, il a fait un autre manga qui s'appelle K, qui est dédié cette fois-ci par un alpiniste, un sauveteur de montagne, ce qui est une subtilité mais qui est intéressante.
Et ça aussi, c'est intéressant parce que du coup, c'est pas un mec qui va escalader des montagnes, c'est quelqu'un qui va sauver des gens qui se sont mis en danger en montagne. Alors, je sais plus la chronologie, mais on voit ce qui se retrouve dans le sommet des dieux et ce qui n'est pas repris. Alors, il y a moins ce côté conquête. Mais il y a ce côté punition du monde où à chaque fois K, c'est le mec, c'est le détective privé, un autre type de héros très affectionné par Taniguchi. Euh, c'est ce mec ultra viril qu'on vient voir quand il n'y a plus aucun espoir. On lui dit il y a des touristes qui sont sur ce pan inatteignable de la montagne, il faut que tu ailles l'aider. Et genre Kai dit non, ils se sont mis tout seuls là-dedans, qu'ils vivent avec leur erreur. Et après on lui dit s'il te plaît, Kai, ils ont une famille et tout ça. Et là Kai dit bon, allez, je vais y aller. Et du coup, il va, il escalade sa montagne, il sauve toujours les gens, vous inquiétez pas. C'est un héros comme ça, il sauve toujours les gens. Mais ça n'empêche pas de, quand il les retrouve, de leur faire une leçon sur leur orgueil et tout ça. Troisième manga aussi de référence, mais beaucoup moins connu, mais que moi j'ai appris à apprécier. Autre série de 18 tomes, cette fois-ci Vertical, du coup de Shinichi Ishikusa. Bon, est-il besoin de préciser que forcément la verticalité et le fait d'avoir des choses très verticales est quelque chose de très présent graphiquement dans les montagnes. C'est des montagnes, c'est des triangles, voilà. Vertical aussi, c'est un manga qui s'intéresse cette fois-ci aussi à un sauveteur en montagne. C'est intéressant parce que très rapidement, c'est un gars très bonhomme et très un peu bourru aussi, mais plutôt montré dans le côté sympathique, bienheureux. C'est intéressant parce que dès le premier chapitre du manga qui fait 17 tomes, son histoire est racontée. C'est qu'une fois il a fait une expédition dans l'Himalaya et qu'il a passé. Il a retrouvé une expédition qu'il était censé aller sauver. Il a retrouvé les 10 membres de l'expédition morts et il a dû attendre 10 jours avec eux que la tempête dans laquelle ils étaient pris passe. Et que cette expérience-là lui a donné un regard sur la vie extrêmement détaché de la mort et du plaisir et de la nature. C'est intéressant parce que du coup c'est un manga qui a tout de suite un postulat de base plus sympathique sur l'être humain que les deux précédents. C'est impossible de ne pas le présenter comme ça, désolé. J'aime bien Ascension et le Sommet des Dieux, mais c'est quand même des mangas sacrément inhumains. Vraiment. Et du coup, Vertical, c'est plus sympathique puisque c'est une série qui se concentre sur des portraits de personnages qui sont allés dans la montagne et qui, du coup, chaque chapitre est un peu plus un portrait de ces personnages. Et là, c'est cool puisque Ascension, Vertical, même s'il a ce problème d'avoir un duo principal de un mec trop fort montré comme stylé et une héroïne qui découvre qu'est-ce que c'est que l'alpinisme et qui est sauveteuse aussi, il a quand même cette envie de faire des portraits de personnages qui vont dans la montagne et ils montrent des familles, des enfants, des personnages et des personnages féminins et il explore à chaque fois leurs raisons pour lesquelles ils sont allés s'explorer la montagne et pourquoi ils sont retrouvés dans cette situation qui amène un sauvetage. Et aussi il est très direct sur le fait qu'il y a beaucoup de ces sauvetages qui finissent par des morts, quoi. De vraiment des gens qui perdent des membres ou qui finissent par mourir parce que c'est ça la réalité de la montagne. Et il y a des récits très intéressants, genre un des premiers, c'est un monsieur d'un certain, genre la soixantaine qui va aller répandre les cendres de son ami en haut d'une montagne parce qu'il grimpait des choses avec lui. Après, c'est un groupe d'amis du boulot qui voulaient partir ensemble. Et en fait, tout de suite, ça donne un côté plus humain parce que c'est des personnages qui sont plus intégrés dans la société et qui, entre guillemets, ont quelque part auquel retourner, qui sont pas entièrement détachés de la société et qui ont des problématiques qui dépassent le fait d'explorer la montagne. Je trouve aussi que ça a une manière plus sympa de montrer la montagne, puis ça se concentre aussi beaucoup sur le plaisir, parce que malgré que les histoires soient assez tragiques, parce que c'est des histoires de sauvetage, l'auteur a un gimmick qui moi je trouve hyper cool, qui à la fin de chaque chapitre, il utilise son personnage principal là, qui est très, très bonhomme, qui vient de voir des gens qui ont failli mourir, et qui leur dit « Ah, j'espère que vous avez adoré la montagne, et j'espère que vous reviendrez. » Et chaque personne, on peut... En tant que lecteuriste, on se pose la question de est-ce que cette personne va retourner à la montagne qu'elle aime mais qui lui a causé tant de traumatisme. Et chaque chapitre se finit là-dessus de la montagne, elle sera toujours là pour vous si vous voulez revenir. Et j'espère que malgré tout, vous avez pris du plaisir à être dans cet endroit, ce genre de choses. Et en fait, c'est simple, mais c'est tellement plus communicatif que la manière très détournée, vicieuse et viscérale qu'essaie d'avoir d'autres histoires que genre... ça faisait tellement plaisir. Genre vraiment Vertical, j'ai lu après avoir lu Le Sommet des Dieux
et Ascension, et je me suis dit, waouh, c'est quoi cette... Pourquoi d'un coup je respire et que les histoires, elles sont pas anxiogènes. Et voilà. Moi j'ai eu les 7-8 premiers tomes qui se concentrent comme ça sur des petits portraits de personnes dans la montagne. Je crois que malheureusement après la série part peut-être plus dans de l'exploration et ce genre de choses. Mais en tout cas le début est vraiment sympa. Et c'est un manga qui était plus soutenu par les associations françaises d'alpinisme parce que les deux précédents aussi sont des références sur le système, mais montrent quand même une vision très fermée de l'escalade. Où il y a une question un peu intéressante à se poser sur le fait que c'est plus intéressant de... Enfin, c'est plus captivant pour le public de voir des histoires très dramatiques et très toxiques, avec de la tension toxique, que de voir des histoires plus feel-good. Bon, par comparaison, vous pouvez aussi voir que le travail dans Vertical est plus concentré sur l'expérience des personnages, les dialogues, et que le travail graphique est moins virtuose que ce qu'on peut retrouver dans Ascension et le sommet des dieux. Mais moi je trouve que du coup ça se concentre sur une simplicité de la réalité du sauvetage et de ces gens. Je voulais aussi pas oublier la BD française dans tout ça. Donc je vais vous citer des BD que je n'ai pas lues, que j'ai exploré un peu mais que je n'ai pas lues. Du coup, prenez ma parole avec un grain de sel. Je voulais citer deux BD sur la montagne plus en général, de Jean-Marc Rochette, un auteur que j'aime bien, parce que c'est lui qui a fait Transpersonnage notamment, adapté au cinéma par Bong Joon-ho, le saviez-vous. Et là, récemment, dans une saga sur la montagne qui est assez intéressante, il a écrit Le Loup, il a écrit Ascension, je sais plus quoi, un titre très long, et il a écrit La Dernière Reine, du coup en référence aux derniers ours, du Vercors qui a été tué. Et même chose, vous allez voir on retombe dans ce même langage visuel et scénaristique qu'on a pu retrouver dans des mangas. L'idée aussi de ça, c'est de vous dire, ce n'est pas juste des auteurs japonais qui sont fans d'alpinisme en France, on a aussi beaucoup de sportives qui participent au sport. Et du coup, les ouvrages de Jean-Marc Rochette, en tout cas dans leur langage visuel, retournent beaucoup sur un autre aspect que j'ai pas trop développé, mais qui est cette imagerie de l'animal sauvage et du loup solitaire. Du coup, des figures éminemment virilistes en disant la confrontation d'un homme avec un loup dans un récit très... qui pourrait être un récit de chercheur d'or, quoi, dans Perdu, et le récit de comment un homme a tué le dernier ours. Bon, vous imaginez bien mon avis sur la chasse et l'espèce d'esprit complètement perdu qu'il faut avoir pour aller tuer le dernier ours dans la montagne, hein. Mais voilà, et on retrouve toujours aussi ce traitement graphique des montagnes montrées comme extrêmement, extrêmement dangereuses, des apics rocheux et un trait noir très présent. Voilà, et une autre BD que j'ai lu en partie, mais c'est L'invention du vide de Nicolas Debon, alors qui est cool parce qu'il est plus en couleur, et qui, déjà, il amène de la couleur dans la montagne, ce qui est cool, parce que c'est... Bon, visuellement, c'est quand même des espaces avec moins de couleurs, en raison de la neige et de la roche, qui sont les deux seuls éléments principaux à représenter avec le ciel. Et visuellement, ça réinvente quelques petits trucs en termes de colorimétrie, mais sinon, dans l'ensemble, c'est l'histoire de l'ascension d'un des derniers grands pics, pas loin de Chamonix, dans le Mont Blanc, et voilà, ça rentre vraiment dans la tradition de romans historiques sur la conquête, sur deux bons hommes sympathiques, mais qui un jour, de bon matin, se sont levés en voulant révolutionner le monde. Imaginez, les mecs ont même inventé le vide, c'est le titre de la BD, ça ne s'invente pas. Donc voilà. Mes recherches en BD sont un peu arrêtées là, par des questions de temps, mais aussi par des questions de répétition, et je peux vous dire que j'ai fait la recherche dans mes médiathèques et sur internet, et malheureusement j'ai trouvé très peu d'autrices et d'auteuristes qui avaient fait des longs formats sur la montagne, à se dire que c'est bizarre qu'il y ait que des histoires de mecs qui parlent à des mecs, c'est souvent représenté par des mecs, je sais pas pourquoi, j'ai pas de solution. Pour un peu prendre une vue de recul sur l'ensemble de ce sujet de gravir la montagne, je voulais revenir sur quelques thèmes principaux qui étaient
Dans la pratique de l'escalade et l'alpinisme, il y a une notion de dépassement de soi qui est très présente, qui est montrée à la fois dans dépasser des épreuves physiques très fortes que d'autres personnes n'ont pas fait, qui parfois fait par la compétition, mais l'idée du dépassement de soi et aussi de se retrouver soi-même sans le contexte de la ville ou des autres dans la nature, ça c'est intéressant et exploité comme la découverte de soi. Or, il y a Turborian nous dit oui, le thème de l'alpinisme, la montagne est très ancré dans l'expression masculine, parfois un peu viriliste, c'est dommage. Ouais. Ouais. Et malheureusement, ça parle beaucoup, du coup, comme je dis, sur la section de la découverte de soi, mais c'est aussi une découverte de soi qui est dans uniquement la performance corporelle et la performance par le dépassement de soi, qui est de dépasser les autres, franchir des nouvelles barrières, défaire des trucs, et donc il y a aussi un culte. C'est bien d'avoir confiance en soi, mais quand ça demande aussi un certain culte de la personnalité, de vous dire que moi je vais être la personne qui va faire mieux que tous les autres, et si quelqu'un a déjà grimpé l'Himalaya, bah moi je le grimperai avec, je le grimperai sans oxygène, de nuit, en plein hiver. C'est quand même une pratique qui peut être questionnée là-dessus. Voilà, donc les images que je vous montrais tout à l'heure, ça peut être aussi vu comme une pratique semi-mystique. Alors vous y mettez ce que vous voulez, le rapport de l'être humain à la nature, le rapport de l'être humain à soi et à la mort, le rapport de l'être humain et son chemin de croix, et la montagne qu'il doit grimper, et le chemin qu'il doit parcourir, c'est quelque chose qui est vraiment présent. Sur l'idée de conquête, sur lequel j'ai pas assez bossé pour vraiment en parler, mais je vais vous proposer quelques autres œuvres un peu connexes sur le sujet, qui sont que je vais élargir le fait que pas forcément qui reprennent les thèmes de la montagne, il y a d'autres sujets qui sont l'exploration, en général, l'exploration, voire la colonisation. Je vous disais tout à l'heure que le cas de une des montagnes qui revient souvent, c'était appelé comme le toit du monde, mais en France peut-être ça va vous dire quelque chose on a eu un film récemment qui s'appelait Tout en haut du monde, qui parlait de la conquête du pôle Nord. La conquête, c'est quelque chose qui revient quand même beaucoup dans les récits d'alpinisme et de montagne, et on peut voir que les mêmes thèmes, s'ils ne sont pas utilisés sur la montagne, sont parfois utilisés sur la conquête d'un espace naturel. Donc là, c'est le pôle Nord, c'est le pôle Sud, parfois c'est les plus profondes forêts de l'Amazonie, parfois c'est le c'est le c'est le fond des abysses, et parfois récemment on retrouve beaucoup ce type de narration, je trouve moi dans les films de cosmonautes, de taïkonautes, d'astronautes, parce qu'en plus il y a ce même langage visuel d'une personne très dissimulée, à part son visage qui ressort sur un paysage très blanc qu'est la lune. Donc voilà. Très raccord avec le courant de beaucoup de shonen au Japon de toujours dépasser les limites du possible, être le meilleur, blablabla. Oui, c'est vrai. J'ai fait une sélection très manga cette fois-ci parce que bah moi ça fait partie de mes lectures, et bon fatalement c'est des lectures que j'ai eues un peu à un moment où comment dire, je les ai lus pendant mon année de prépa, voilà. Je sais pas quoi vous dire. C'est un moment où le dépassement de soi, l'identité et devenir le meilleur des meilleurs, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Et donc c'est des récits avec lesquels je suis rentré en résonance, quoi. Et qui, même si je les recontextualise aujourd'hui, c'est des choses qui m'ont dit quelque chose un moment. Un truc que j'ai pas du tout développé, je vous remets un petit panneau de Ascension, parce que Ascension c'est vraiment le manga qui fait tout, qui fait tout à 300%, donc c'est trop simple de tirer des conclusions de ce manga. Il y a aussi, en plus de la perfection humaine, il y a un langage aussi qui est utilisé de la perfection technique et scientifique. Bon, qu'on peut. Je vais les simplifier beaucoup. Tous ces trucs-là que vous voyez sur l'image, c'est aussi vu comme quelque chose qui donne du sérieux à une discipline, c'est-à-dire que vous avez le dernier piolet qui est plus léger, le petit mousqueton qui fait ça, la longe qui fait ça, et concrètement aussi l'alpinisme, comme je vous le disais en début d'émission, a évolué au fur et à mesure des inventions techniques, notamment les bouteilles d'oxygène qui permettent d'aller à des hauteurs très élevées, mais aussi le fait d'avoir moins de poids sur le dos, principalement. Ça se concrétise beaucoup sur le poids et aussi beaucoup du matériel plus efficace pour faire ce truc. Mais ça reboucle un peu sur le côté viriliste que ça peut avoir
malgré qu'une partie de la discipline veuille revenir à une pratique très naturelle de je grimpe juste avec mes mains sur une paroi, il y a aussi une grosse partie qui est sacrément commerciale sur le fait de aller à l'autre bout du monde avec du matériel extrêmement cher, de payer un visa et de payer des gens pour vous aider à conquérir une montagne. Et tout ça est montré de manière très sérieuse parce que vous avez des jolis piolets dernière génération hyper trop méga stylés. Voilà, je trouve qu'il y a quand même des leçons sympas à trouver là-dedans, que malgré tous les points négatifs que je vous ai montrés, il y a quand même des choses intéressantes. Montrer des aventures humaines, que généralement, je vous ai montré beaucoup de personnages solitaires, mais il y a quand même souvent des histoires de groupe, de rivalité et d'amitié dans la rivalité. C'était un des thèmes qui était développé justement dans le film Titina, avec c'était une équipe, deux équipes de pays différents qui avaient deux visions de la conquête du pôle, avec une très scientifique et l'autre très aventureuse, et que finalement, par cette expérience de la conquête, qui ont désamorcé un peu le fait que la conquête était importante, puisque c'est un truc qui arrive à la moitié du film, et l'autre moitié du film se concentre sur la relation qu'ont les deux chefs d'équipe. Et en vrai, je vais pas dire Titina ce chef-d'œuvre comme c'est balancé dans le chat, mais c'est vraiment un film qui fait un choix de dire ce qui m'intéresse, c'est de voir la relation entre ces deux personnages et pas juste de finir mon film à 1h40, ils sont arrivés au pôle sud et ils ont révolutionné le monde. Ce qui est, je ne vous cache pas, la fin de Ascension et la fin du sommet des dieux de l'homme arrive face à son plus grand exploit et le remporte ou ne le remporte pas, mais en tout cas il est allé et il a fait des choses que personne n'a vues. Du coup, full derrière Titina. À vous, en fait, ton objectif, c'est de le citer à chaque stream. Non, j'ai déjà l'objectif de citer Mamoru Oshii et David Lynch à chaque stream. Si j'en fais trop, je vais finir par... je vais finir par ne plus en pouvoir. Un autre truc qui est intéressant, c'est que c'est aussi des récits qui explorent beaucoup le rapport à la mort. Et je dois dire que... étant dans une société judéo-chrétienne, assez, la culture judéo-chrétienne assez présente, où on a une vision de la mort, entre guillemets, très négative et anti... voilà, dans certaines religions, on n'a pas le droit de se donner la mort, par exemple. Il y a aussi beaucoup de récits qui désamorcent un petit peu ce rapport à la mort et à l'accident. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je dis juste qu'il le fait et que c'est intéressant. Et ouais, ces histoires aussi recréent ce rapport avec la mortalité qui est montré de manière intéressante. Et je trouve que c'est des histoires qui traitent souvent le traumatisme et ce genre de choses. Mais ça aide à le reconsidérer de manière intéressante. Et je trouve que c'est pas anecdotique que ce soit si présent dans ces histoires, même si c'est basé sur des faits réels et des histoires très tragiques dans la réalité. Mais c'est un thème qui forcément va revenir. Et dernier point que je voulais mettre en avant, c'était quand même la beauté. La beauté du monde, c'est quelque chose qu'on oublie un peu, mais les récits d'alpinisme donnent à voir des lieux qu'on voit rarement, justement parce qu'ils sont très isolés et que c'est des endroits sans vie. Ça fait partie des rares récits et qui se situent dans des territoires précis, donc le Népal, le Tibet, j'aurais pu citer aussi l'Islande, le Groenland et tout ça, et des endroits qui montrent une certaine beauté du monde, avec un monde qui est très figé, qui est moins spectaculaire que ne peut l'être la jungle, la forêt, la plaine, des endroits qui sont pleins de vie et de luxuriance. Et voilà, quand même un petit shout-out à toutes ces œuvres qui nous montrent des lieux moins connus et qui nous apprennent à les apprécier d'une nouvelle manière. Et là, ça reboucle sur ce que je disais, sur apprécier le monde dans le temps qu'il nous donne, et que le temps de la pierre et le temps de l'eau, c'est un temps qui est différent du temps des saisons et des animaux, et le printemps, c'est les petits animaux c'est les fleurs et les animaux qui font des bébés. Mais voilà. Tac. Si on pouvait nous aussi payer tout ce que demande l'alpinisme pour voyager, on verrait plus souvent comment le monde est beau. Bouh, le capitalisme. Oui, hein. Dans tout mon passage sur les objets et le matériel, bouh, le capitalisme. Et voilà. Et bon, et voilà, et ensuite, quand on a monté toute la montagne, on redescend tout en bas. Et voilà, je voulais quand même citer
je l'ai évoqué au, nom de au fur et à mesure de la série, je voulais citer dans des œuvres qui renouvellent un peu ce genre et ces questionnements. Titina, qui ne fait pas tout bien, mais qui est intéressant, et je pense que c'est pas anecdotique de dire que c'est fait par une réalisatrice, même si c'est que des personnages masculins, quoique Titina est une fille, mais bon, on s'en bat les couilles, quoi. Mais qu'elle rechange cet imaginaire. Je voulais citer Malgré tout, et je vais le dire quand même, je vais y aller, mais je vais dire que c'est une conséquence d'avoir choisi un personnage féminin, Tout en haut du monde de Rémi Chaillet, qui, dans ses longs métrages comme Calamity Jane et dans Tout en haut du monde, montre des héroïnes féminines, et que ça change beaucoup leur rapport à l'aventure, même si, autant que j'ai pas vu Calamity Jane, mais je sais que dans Tout en haut du monde, on reste quand même des classiques de jeune fille noble par faire des trucs nobles pour une mission noble au milieu des rustres. Mais ça pose tout de suite un rapport moins viriliste à l'environnement et la conquête, et ça se caractérise aussi par un intérêt plus fort pour les récits de sauvetage ou les récits de survivants, le cas de Tout en haut du monde, c'est une jeune fille qui va chercher son grand-père qui s'est perdu au pôle sud, dont on ne sait pas s'il est vivant ou mort, mais ça... En fait, ça prend aussi le point de vue des gens qui restent. Et je vais finir par une recommandation qui va être un petit peu difficile, mais c'est un des films qui m'a beaucoup fait réfléchir sur le sujet. Et c'est un court-métrage, et... Je vois que Elliot est incapable de ne pas citer Zelda et ses belles montagnes à chaque fois. Mais dans Zelda, il y a des dragons en haut des montagnes. Voilà. Oh, tu dois y aller. Ciao, ciao, Darwan. Et voilà. Et du coup, ce dernier court-métrage, c'est la toute fin, Darwan. Ah oui, c'est la toute fin. Mon père de Marlène Kiamposson, un court-métrage qui circule en ce moment en festival, qui est un court-métrage d'une jeune réalisatrice qui est dans la vingtaine, autant qu'il me semble, et c'est un récit qui est extrêmement touchant, qui est un récit, alors de manière curieuse, qui est fait au crayon à la couleur, et qui montre des paysages très, très évanescents, et qui parle d'un rapport, c'est un film autobiographique, je le sais parce que j'ai pu rencontrer la réalisatrice et l'avoir présenté son film, qui parle du rapport de la réalisatrice avec son père, avec qui elle faisait de la randonnée en montagne, et qui est décédé dans un accident. Et du coup, elle parle de son rapport avec la montagne, qui est un lieu qui est devenu très fort pour elle, puisqu'elle repasse sur les chemins qu'elle a empruntés avec son père. Et voilà, c'est un film qui redonne un peu un imaginaire qui est intéressant, d'un nouveau point de vue sur... encore une fois, quelque chose sur la sérénité de la montagne, le fait que le lieu est un endroit neutre, ni méchant, ni gentil, que c'est juste un lieu de beauté. Et le film développe un peu son rapport à ça et son rapport au deuil. Et c'est vraiment un film très touchant qui, à la fois dans le point de vue et les moyens graphiques mis en œuvre, du coup, du crayon à papier, des couleurs très vives, un truc sur la balade et l'errance, et sur une réflexion à haute voix qui est sympa. Pour le voir, c'est un peu compliqué. C'est un film qui circule actuellement en festival, mais peut-être qu'il existe un lien privé quelque part pour le voir. Mais voilà, c'est un des derniers films que j'ai vu sur le sujet, et même chose, c'est une bouchée d'air rafraîchissante sur des récits un peu éculés. Donc c'était vraiment plaisant. Mon père, du coup, de Marlène Kiamposson, et en plus très récent, donc vous savez que je suis au sommet de l'actualité. Eh bien, vous voilà. Donc... Est-ce que vous avez vu ma malice de mettre ça en première image et de mettre ça en dernière image? Voilà, c'est tout pour ce dossier. Il était un peu plus long que prévu, mais c'était vraiment sympa d'en parler, et en plus je suis content parce que j'ai eu des nouvelles idées en vous en parlant. Bon, bref, vous connaissez la formule. Et je voulais quand même dire merci à tout le monde, parce que merci d'être là, souvent, régulièrement, vous êtes souvent là, et régulièrement, une fois toutes les 1 ou 2 semaines, je reçois un message très mignon d'une personne random qui me dit qu'il aime bien les streams, donc ça me fait plaisir. Voilà. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous passez une bonne fin de soirée, une bonne nuit, une bonne journée, tout ça, et à très bientôt. Bisous Twitch.